beaucoup, Lily. Bon après-midi, chers collègues, et bienvenue à notre invité, le ministre Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. Bienvenue à notre 5e événement. Coming. Merci d'être venu. It is. C'est génial de voir que nous avons des membres de tous les groupes du Sénat avec nous aujourd'hui. C'est ce que les sénateurs pour l'action climatique tentent de faire. Nous avons différents points de vue et nous pouvons agir afin qu'on agisse pour le climat au Canada. Je vous parle depuis Antigonish en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'un territoire non cédé des Mi'kmaq. Nous avons quelques détails d'ordre administratif. Le discours sera enregistré, mais pas les questions et réponses. Nous voulons que vous soyez à l'aise de fournir vos questions et commentaires. Pouvez-vous indiquer que vous avez besoin de votre casque d'écoute si vous voulez poser une question. Utilisez la fonction lever la main si vous avez un casque d'écoute et sinon, indiquez votre question dans le clavardage. Nous ferons notre mieux pour vous accommoder. Les sénateurs pour les solutions pour le climat sont heureux de voir une séance avec le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Élu en 2015 pour North Vancouver, il a auparavant été ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et des Pêches et de la garde côtière. Il est né il a été élevé en Saskatchewan. Il est un Rhodes Scholar. Il a travaillé avec plusieurs entreprises de technologie verte. Le ministre Wilkinson est bien positionné pour nous donner une mise à jour sur le récent budget, le plan de réduction des émissions de 2030, les répercussions de ce plan pour les ressources naturelles du Canada. Il pourra aussi nous parler du projet Baie du Nord qui vient d'être approuvé et d'un autre sujet important, soit la sécurité énergétique en Europe. Je suis certaine qu'il voudra nous parler de d'autres éléments. Voilà ce que les gens veulent savoir. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous ayez mentionné la Saskatchewan. Le sénateur Cotter et moi avons travaillé ensemble en Saskatchewan pour le gouvernement lorsqu'il était sous-ministre de la Justice et je travaillais pour le premier ministre Romano pendant plusieurs années. Alors, je suis heureux de voir le sénateur Cotter. Quelques notes, mais je crois que c'est beaucoup mieux si je parle seulement et nous pouvons avoir une conversation. I'm en anglais, mais je suis très content d'avoir les questions et de faire les réponses en français aussi. I'll just touch on J'aimerais parler de quelques éléments. Tout d'abord, la sécurité énergétique et du plan de réduction des émissions, ainsi que le côté économique de l'approche climat. Je vais aussi parler brièvement de Baie du Nord. Avant l'invasion russe en Ukraine et les horreurs que nous avons vues là-bas, on se concentrait beaucoup sur la transition énergétique. Ça a été vu à la COP26. Les progrès ont été effectués dans le cadre d'engagements de la plupart des pays. Si tous ces engagements étaient pleinement mis en œuvre, on aurait vu une montée de 1,8 degrés Celsius des températures. Et c'est un peu plus que le 1,5 degré, mais moins que le 2,5. On peut voir des progrès, par exemple, dans le déploiement des véhicules zéro émission. Dans plusieurs pays, on voit les véhicules électriques
gagné en popularité. On le voit au Canada, surtout dans les endroits qui ont été progressifs à cet effet, comme le Québec et la Colombie-Britannique. The whole discussion around. Je voudrais vous donner le contexte du 1,5 Celsius qu'on veut avoir d'ici 2050. On n'a pas été très clair au sujet de l'énergie et de quoi cela aura l'air dans le contexte 1,5 degrés. On dit que c'est la fin des carburants faciles, mais c'est pas vrai. 1,5 degré, un monde d'1,5 degré, est un monde dans lequel il y aura beaucoup moins de carburant facile. Mais dans le scénario dont je parle, des 100 millions de barils qui sont produits par jour, ces barils vont toujours exister, mais ils vont être utilisés pour les pétrochimiques et toutes sortes d'autres produits. La même chose avec l'essence. Dans le scénario de l'agence, le même montant la même quantité d'essence va être produite, mais ça va être utilisé à des fins différentes. Alors, il faut comprendre bien ces questions parce que dans le contexte de cette transition, c'est important de comprendre. La crise en Ukraine a fait en sorte que on parle beaucoup plus du gaz et du pétrole. J'ai été à Paris il y a 2 semaines pour une réunion de l'agence. La commissaire était en pleurs parce que les gens s'inquiètent. Ils s'inquiètent du fait qu'ils ne vont peut-être pas avoir suffisamment de carburant pour faire chauffer leur maison. C'est un vrai défi et eux veulent l'aide de leurs alliés partout au monde. Partout au monde. Eh bien, on a bien réagi à l'offre d'aide du Canada. On dit que l'énergie est tellement importante qu'on devrait oublier le changement climatique en ce moment, mais d'autres disent que cette crise est tellement sévère que toute idée d'augmenter les niveaux d'essence et du pétrole, même si c'est pour aider l'Europe, selon moi, dans les 2 cas, on a tort. Je pense que le Canada pourrait faire 2 choses à la fois. On devrait penser à comment aider nos alliés européens d'une façon cohérente avec notre politique environnementale. Ce que j'ai annoncé il y a quelques semaines est cohérent avec cette position. Le niveau de consommation est à 0. On va mettre de l'avant la production qui était déjà prévue. Il y a des débouchés possibles en ce qui concerne le gaz liquide à la demande des Européens. Il y a quelques semaines, le Premier ministre et Mme van der Leyen en ont parlé. Mais il faut que cela soit cohérent avec notre position. Avec le gaz naturel liquide, on ne peut pas... il faudrait utiliser une technologie engin électrique. Il faudrait avoir des réductions importantes en aval, ou en amont plutôt. Et c'est certainement un domaine dans lequel nous sommes chefs de file. L'agence a demandé une réduction de méthane d'ici 2030. Les Canadiens s'attendent à une approche réfléchie et équilibrée. On ne veut pas laisser geler dans le noir les Européens. En ce qui concerne la réduction des émissions, dans notre plan, on cible tous les secteurs de l'économie, le secteur des transports,
eh bien, on veut faire en sorte que 60% des véhicules vendus au Canada soient électriques et 100% d'ici 2050. De la même façon, il y a beaucoup dans le secteur qui trouvent que c'est trop ambitieux, mais le fardeau va être partagé. 30%, ça fait 8 ans et cela va nous donner plus de 40% de réduction. Il va falloir collaborer et se servir de tous les instruments à notre disposition. Mais on dit que les carburants fossiles ne vont pas décliner qu'après 2030. D'ici 2030, il n'y a pas de prévision où il va y avoir un déclin important. Comment, au pays, créer une économie prospère qui crée des emplois dans un avenir qui va être différent du Canada d'aujourd'hui? Je pense qu'on est bien placé pour tirer profit de ces changements pour toutes sortes de raisons. On va lancer dans un mois à peu près ce qu'on appelle des tables régionales d'énergie et on va étudier cela province par province. On va travailler avec les provinces et les secteurs. Il y a 3 à 4 grandes possibilités dans chaque province. On va parler avec les groupes autochtones. Les choses vont être différentes en Alberta et en Saskatchewan. En Alberta, c'est les biocarburants. Ailleurs, ça va être l'électricité, ça va être les batteries et toute une gamme d'autres choses. Tout va dépendre de la région et on veut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'électricité à l'avenir pour soutenir tout ça. Il y a eu certaines choses dans le budget du financement, 4 milliards de dollars pour les minéraux critiques, 15 milliards de dollars pour encourager l'investissement du secteur privé. On parle des édifices, des bâtiments. Et finalement, quant au projet Baie du Nord, il s'agit d'un projet qui est entré dans le processus réglementaire il n'y a pas tellement longtemps. Le gouvernement précédent a ajouté les principes qu'a adopté ce gouvernement pour avoir la loi sur l'évaluation. Il faut que ces projets, pour durer, doivent être à zéro net d'ici 2030. Des évaluations sont faites, sont transmises au ministre. Il faut que ces choses ne causent pas, n'ont pas d'effet néfaste pour l'environnement. Il serait très inhabituel pour le ministre de l'Environnement va à l'encontre de l'agence. Et si, après 4 ans d'avoir suivi ce processus, le ministre de l'Environnement prenait une position qui n'était pas fondée sur le processus, cela donnerait lieu à beaucoup d'incertitudes quant aux investissements dans ce pays, y compris par rapport aux minéraux critiques. Et quant à ce projet, ce dont on n'a pas parlé, les objectifs, c'est 0,2 d'une mégatonne. C'est beaucoup moins important que ce qu'on voit dans, par exemple, une usine d'acier. C'est le projet qui va créer les moins d'émissions au Canada et c'est censé être à zéro net d'ici 2030.
Et on veut qu'on soit à zéro net complètement d'ici 2050. D'un certain point de vue, ça va remplacer le pétrole que Terre-Neuve va produire. Et Terre-Neuve et Labrador savent qu'ils doivent penser à un avenir où le pétrole ne va pas jouer un rôle essentiel dans leur économie. Ils veulent faire en sorte que les éoliennes et d'autres énergies, il va falloir qu'à Terre-Neuve, Labrador, ils vont se tourner vers d'autres formes d'énergie. Sur ce, je vais conclure et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.